Nous allons maintenant parler d'une maladie qui reste très mal connue, la maladie de Verneuil. Cette semaine est dédiée à la sensibilisation à cette affection, une maladie inflammatoire qui peut être très invalidante. On va en parler avec nos invités ce soir. Farida Benadou, bonsoir. Vous êtes dermatologue à l'hôpital Erasme. Alors on va voir tout de suite une image qui va montrer les différents types de maladies et l'évolution. Je vais vous demander de la commenter. Ça apparaît comment, la maladie de Verneuil, et ça évolue comment? Alors donc la maladie de Verneuil va se caractériser cliniquement par des nodules, des petites boules ou des abcès qui vont se localiser principalement au niveau de toutes les zones de plis cutanés, donc principalement les creux axillaires ou les aisselles. Et donc là sur la photo, sur la première photo, c'est ce qu'on appelle le stade 1, c'est le stade le plus léger. Ce sont des patients qui font des petites boules à répétition à cet endroit. Ensuite, on passe au stade 2 où c'est la même histoire, sauf que cette fois-ci, les lésions, quand elles guérissent, laissent des cicatrices, mais on arrive toujours à distinguer de la peau normale. Et puis on arrive au stade 3, où là, c'est toujours la même histoire, sauf que cette fois-ci, les patients sont en poussée continue, on ne reconnaît même plus de zone de peau saine au sein du creux axillaire. Ouais. Alors Johnny Carnier, bonsoir. Vous souffrez de cette maladie actuellement. On parle de maladie très invalidante pour qu'on puisse se rendre compte de ce que ça occasionne. Oui, tout à fait. Moi, j'en ai par exemple perdu mon travail. Je me suis fait opérer déjà 6 fois sous anesthésie totale. Et ça fait des abcès, il faut chaque fois réouvrir, ça fait des plaies ouvertes. Et perdu votre travail, pour quelle raison? Car j'étais mécanicien et avoir chaque fois des abcès, comme le docteur vient de donner, moi je les avais aux fesses. Rentrer 20 fois dans une voiture ou en sortir par jour, c'était impossible. Donc c'était vraiment une souffrance qui était intolérable pour vous? Oui, tout à fait. Puis il y avait la révalidation. J'étais à peine sorti de la première guérison de l'opération. Et puis j'avais de nouveau un nouveau l'abcès. Donc pour le patron, c'était pas normal. Non. Allez, pas bien non plus pour continuer de travailler ensemble comme ça. Oui, Benjamin Van Kerum, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez été opéré à plusieurs reprises. Tout à fait. Tout à fait. Vous êtes aujourd'hui considéré comme étant en rémission. Sur votre vie quotidienne, ça a eu une influence énorme, cette maladie? Voilà, tout à fait. Donc comme l'a dit Johnny, premièrement, au niveau professionnel, c'est très compliqué de pouvoir maintenir une activité professionnelle, de pouvoir se rendre au travail tous les jours. Dans la mobilité, on a une mobilité qui est fortement réduite. Et alors on est dépendant de plusieurs facteurs tels que les soins à domicile, les rendez-vous chez le médecin, les allées et venues à la pharmacie, et trouver les bons pansements, les vêtements adéquats. Oui. Alors Farida Benadou, là on a des cas où les personnes effectivement ont dû subir plusieurs opérations. On est dans des cas très très graves. Est-ce qu'à certains moments, l'évolution de la maladie n'atteint pas de tels seuils? C'est une question à laquelle il n'est pas facile d'éviter parce que la maladie reste encore sous-diagnostiquée. Donc les patients qui ont des stades légers ne l'ont pas. On parle d'un Belge sur 100, hein, c'est ce qu'on dit. Oui, pour vous, il y en a plus. Il y en a plus. Je pense que c'est un chiffre qu'on donne, mais il y en a beaucoup plus parce qu'on le voit en consultation. On a énormément de patients qui arrivent, de nouveaux patients qui arrivent par semaine. Et donc je pense que si on veut vraiment éviter que la maladie évolue vers des stades beaucoup plus sévères, il faut diagnostiquer ces patients à temps, quand ils sont encore à des stades 1 ou 2. Oui. Alors on parle souvent de difficultés de diagnostic. Vous y avez été confronté, vous, Johnny Carnier, à un certain moment où ça a été assez vite diagnostiqué? Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que mon médecin traitant, apparemment, dans le petit coin où j'habite, avait déjà 3 patients qui ont la maladie. Et suite à la 3e opération, sur 3 mois de temps, même pas, il a su me dire, écoute, tu as la maladie de Verneuil d'après moi. Pour vous, Benjamin, ça a été plus compliqué. Hein. Moi, ça a été plus compliqué déjà parce que je vivais à l'étranger. Donc c'était vraiment totalement en territoire inconnu. Et alors deuxièmement, parce que beaucoup de médecins ne connaissent pas, beaucoup de professionnels de la santé ne connaissent pas très bien la maladie. Et donc on diagnostique des petites plaies qui ne sont pas récurrentes. Oui, et donc on vous donne un mauvais diagnostic et donc vous pouvez errer d'un médecin à l'autre jusqu'à ce qu'on trouve effectivement, jusqu'à ce qu'on tombe sur le bon diagnostic. Alors cette difficulté de diagnostic, elle peut paraître étonnante, hein, puisque la maladie existe quand même depuis beaucoup de temps. Comment se fait-il qu'elle reste si mal diagnostiquée ? Malheureusement, c'est vrai qu'il y a des localisations parfois au niveau des parties intimes qui font en sorte que les patients ne vont pas spontanément aller consulter. Donc il y a des patients qui souffrent en silence jusqu'au moment où ils ont des abcès très douloureux, ils se présentent aux urgences. Aux urgences, vous savez que
c'est un service d'urgence, donc on soulage le patient dans l'immédiat, mais il n'y a pas de suivi. Et donc ces patients vont d'urgence en urgence sans qu'ils aient un diagnostic de maladie de Verneuil. Et en moyenne, d'après les données de littérature, il faut 7 ans parfois pour un patient avant de lui parler, de lui annoncer un diagnostic de maladie de Verneuil. Oui, et pourtant ces abcès, vous dites, ce sont des abcès qui peuvent être purulents à un certain moment, vous dites aussi malodorants à un certain moment, donc on pourrait dire que c'est facilement identifiable, en tout cas à un certain seuil. C'est très compliqué parce que la cause la plus fréquente d'abcès en dermatologie, ça reste quand même une infection. Et donc, la maladie de Verneuil n'est pas une infection, c'est une maladie inflammatoire avec un terrain génétique. Et donc, souvent, ces patients sont étiquetés d'abcès infectieux. On les met sous antibiotiques, on pose un acte chirurgical et ils rentrent chez eux avec une boîte d'antibiotiques. C'est ça le piège. Oui, on croit que c'est dû à une dépilation où on s'est rasé les selles, c'est un abcès, voilà, on l'a incisé, ça va se soigner. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est pas ça, parce que ça revient ailleurs, ça ne se soigne pas, ça ne se cicatrise pas. Et donc, du coup, on va consulter peut-être un autre dermatologue, un autre médecin. Et donc l'origine de maladie, est-ce qu'on l'a identifié aujourd'hui? Est-ce qu'on travaille dessus? Ou alors il reste encore beaucoup de mystères? Heureusement, depuis on va dire ces 3-4 dernières années, il y a pas mal de recherches fondamentales qui se fait un peu partout dans le monde dans la maladie. La cause précise n'est pas connue, mais elle est probablement multifactorielle. Donc il y a un terrain génétique, il y a des gènes qui sont responsables de la régulation du système immunitaire qui sont impliqués dans cette maladie, mais il y a aussi des facteurs externes qui peuvent favoriser les poussées, tels que le tabac, l'obésité, mais évidemment, il y a aussi des patients qui ne sont ni obèses et qui ne fument pas, qui ont quand même des maladies très sévères. Oui, et c'est une maladie qui... On en parle souvent du tabac, mais il n'y a aucune preuve du tabac. Exactement. Oui, et donc c'est une maladie qui apparaît chez les jeunes adultes ou plus spécifiquement chez les adultes. Oui, à la puberté, donc il y a un rôle hormonal qui est encore fortement débattu. Donc on peut voir déjà des patients qui, à partir de la puberté, développent ce type de maladie. Mais c'est une maladie qui peut toucher tout âge. Et aussi des patients beaucoup plus jeunes qui souffrent également de la maladie. Oui. Donc il y a plusieurs facteurs qu'on n'a pas encore clairement identifiés. Oui, et donc c'est une maladie qui fonctionne un petit peu par épisode, si j'ai bien compris. Vous considérez comme étant en rémission, donc pour l'instant, vous n'avez plus de signes... On touche du bois, on croise les doigts. Ouais. Donc pour le moment, je suis toujours sous traitement. J'ai subi pas mal d'opérations, donc pas mal de nettoyage, pas mal d'opérations. Et donc aujourd'hui, on peut dire que j'ai rien, mais on n'est pas à l'abri d'une récidive. Oui, et pour vous, les épisodes sont fréquents ou restent très fréquents? J'ai une poussée qui est en activité, on va dire. Et donc vous en avez combien? C'est quoi? C'est tous les 2 mois, tous les 3 mois? Maintenant, ça a été pendant 3-4 mois où ça a été calme. Et puis j'ai eu une période sur 1 mois de temps où j'en ai eu 2, mais... Ouais, et à nouveau, là, on ne sait pas pourquoi, à certains moments, on est en rémission et à d'autres moments, on développe très fortement cette maladie. Effectivement, bon, comme on en a parlé, il y a quelques facteurs déclenchants. Le stress en fait partie, mais comme un peu pour n'importe quelle autre pathologie, où là, les patients font plus souvent des poussées, mais parfois, il y a des patients qui ne sont pas en stress, qui sont en vacances et qui font quand même des poussées. Ouais. Alors, au niveau de la prise en charge, bon, maintenant, vous dites que vous êtes en rémission, mais vous continuez tout de même à prendre des médicaments. Alors, on a la chance en Belgique d'avoir une sécurité sociale qui, pour moi, est très très bien. On est pris en charge. Il y a certains traitements, des pansements, c'est vrai que c'est un peu plus délicat. Mais pour tout ce qui est soins à domicile, consultation chez le médecin, traitement médical, tout est quasiment pris en charge. Ouais. Et donc, le suivi pour vous, vous prenez aussi des médicaments quotidiennement? Oui. Je prends des antibiotiques tous les jours, enfin le tétralésal. Un antibiotique. Et donc ça, c'est le traitement qu'on donne à la base pour soigner la maladie. C'est un antibiotique qu'on doit prendre constamment? Voilà, donc le traitement de base, évidemment, le traitement dépend du stade. Pour des stades plus légers, on va peut-être arrêter plus rapidement le traitement, mais les antibiotiques font partie de la base du traitement qu'on exploite pour leur effet anti-inflammatoire. Alors, vous avez décidé tous les deux de témoigner. C'est vrai que ça demande un certain courage. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à parler de cette maladie, à décrire cette affection et ce dont vous souffrez? Alors j'ai remarqué sur les réseaux sociaux que beaucoup de gens se plaignent, beaucoup de gens sont dans le noir total. Et alors on est là pour leur expliquer qu'il y a des solutions qui existent, il y a des traitements qui existent, il y a moyen de regagner une qualité de vie. Vous avez l'impression aujourd'hui que vous avez regagné une certaine qualité de vie? Oui, certainement. Parce que j'ai été hier, par exemple, dans un hôpital pendant cette semaine de sensibilisation avec un stand. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus s'informer après la maladie. Mais pour moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que la maladie est héréditaire. Et j'ai des jumelles qui ont 4 ans. Et à la base, c'est pour mes jumelles que je me bats. Pour moi, je suis en stade 2. Il est trop tard, entre guillemets. Mais pour que mes filles
aient, on va dire, le risque d'avoir cette maladie, je ne veux pas, mais j'exige qu'on trouve des solutions. Ouais, ça veut dire que quand on en est atteint, c'est pour toute la vie. Exactement. C'est vrai que il existe des traitements actuellement, mais ça reste des traitements symptomatiques, c'est-à-dire qu'on traite un symptôme. Une fois que le patient arrête, il y a toujours des risques qu'il rechute, raison pour laquelle on est parfois chez certains patients obligés de maintenir le traitement pendant de longues périodes. Ouais. Alors, Johnny nous parlait de cette demande, hein, je veux une solution, on en est où pour l'instant? Est-ce que vous imaginez, vous, professionnels, qu'on trouve cette solution dans les années qui viennent ou pas? Oui, je pense qu'il faut rester optimiste. Il y a beaucoup de pathologies qui ont aussi commencé comme ça et actuellement, il y a des traitements vraiment à la pointe, à la carte. Donc, je pense qu'il faut surtout avancer dans la compréhension de la maladie avant de commencer à développer un traitement. Tant qu'on n'a pas identifié exactement les gènes, ça ne sert à rien de proposer des traitements parce qu'on va cibler quelque chose qui n'est pas spécifique à la maladie. Et l'idée ici, c'est vraiment de cibler quelque chose qui est vraiment augmenté dans cette pathologie afin de leur proposer quelque chose de curatif et pas de uniquement symptomatique. Parce que chaque patient est différent. Donc tel ou tel patient peut réagir à tel médicament, d'autres pas. Chacun ses symptômes. Oui, et puis en parler, j'imagine que pour vous aussi, c'est sensibiliser le grand public pour qu'on ne rejette pas finalement les malades qui souffrent de cette maladie. Gens, le problème avec la maladie de Verneuil, comme moi je l'aperçois, c'est que on ne voit pas, on se voit ici tous les deux, on est tous les deux des patients, mais on ne le voit pas à nous. Ce qu'on appelle un handicap invisible. Et c'est ça qu'il faut faire sortir dans l'opinion publique. Il faut que les gens ils s'aperçoivent vraiment qu'elle est vraiment réelle, cette maladie. Oui, ce sera ma dernière question. C'est vrai qu'on doit aussi soigner la souffrance psychologique. Effectivement, donc c'est vrai qu'on essaie toujours de proposer aux patients un suivi psychologique parce que c'est une maladie qui est très handicapante dans la vie sociale, dans la vie professionnelle. Les lésions sont très douloureuses, très malodorantes, donc les patients sont souvent stigmatisés, mis à l'écart, jugés. Et ça, ce serait bien si on pouvait ne serait-ce que changer ça avant même d'avancer dans la compréhension de la pathologie. Je pense que ça va aussi aider plusieurs patients à sortir du cocon. À les stimuler, à aller consulter simplement. Oui, tout à fait. Je pense que ça, c'est vraiment un obstacle. Merci en tout cas pour votre témoignage. Merci à vous. M, c'est terminé pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous.